Salut Guy, comment tu vas? Ça va très très bien Thierry, merci pour l'invitation. Ouais, avec grand plaisir. Je suis toujours heureux d'en inviter un podcasteur. C'est toujours plus facile. On sait qu'en général, la personne va faire attention au son ou à plein de choses. Donc là, tu voulais faire une vidéo, mais moi, je suis vraiment pas apprêté, même si en général, je m'en fous un peu de l'image, mais là, quand même. Hmm. euh, ah, T'inquiète, pas de souci. Mais j'avoue que avant que tu ne commences, petite anecdote, lorsque j'ai vu sur mon LinkedIn le nom de la personne qui m'a écrit, j'ai dit non, ben c'est pas possible. Thierry Henry, c'est pas possible. Et, je suis très très vite redescendu lorsque j'ai vu ta photo. c'est gentil. Mais je suis habitué, c'est normal. Et en plus, je pense pas que ouais, Thierry Henry, il n'envoie pas des mails comme ça sur LinkedIn, il n'a pas que ça à faire. Il cherche pas de boulot, lui. C'est bon. Clairement. Il cherche pas de business. Donc Guy, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un podcasteur, Guy Berthold, dégueu, comme ça j'aurais tout dit. Yes. Je vais te laisser te présenter. Donc pour ceux qui comprennent, même si moi je fais toujours une intro, on fera un double podcast. Donc mon podcast sera publié chez toi et aussi chez moi. Yes. Voilà. Et donc on va donc simplement discuter, faire un chat lifestyle sur le podcast, sur toi, ton année de podcast. Moi aussi avec certaines anecdotes. Peut-être Mhm. aussi relations par rapport actuellement au Covid et au podcast en général. Donc on va échanger sur l'entrepreneuriat et sur le podcast. Donc voilà, il y aura des questions, des échanges de questions. En général, c'est plutôt moi qui interviewe, mais là, je serai aussi un peu, si j'ai bien compris, interviewé, parce que c'est une de tes idées. Donc, on va voir comment ça passe. Si les gens comprennent qu'on est en train de se poser des questions comme si on était assis sur un banc entre deux potes. Donc, Guy, je te laisse te présenter. Donc, Guy Berthold, 27 ans et je suis un consommateur euh, hyper actif de podcasts. Et il y a de cela un an, j'ai lancé mon premier canal de podcast qui est Débrouillard, le nom de mon podcast. Et quelques mois après, je crois après 6 mois, j'ai lancé un deuxième podcast qui s'appelle 10 000 codeurs. Et là, bientôt, d'ici quelques semaines, on va lancer un troisième podcast qui s'appelle Mon patrimoine autour des finances personnelles. Donc, en parallèle de ça, je suis aussi responsable marketing pour un cabinet de conseil et de coaching en investissement immobilier entre le Canada, la France, l'Asie à Bali et le Cameroun. Donc, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah si, tout à fait. Moi, je crois que tu es aussi associé du cabinet, c'est ça? Je suis associé, en fait, pour être plus clair, le cabinet de conseil, on a dû créer en fait une boîte dédiée pour gérer toute la partie marketing de ce cabinet-là. Mhm. Et on a eu reçu beaucoup de demandes d'autres copains entrepreneurs qui avaient des difficultés sur la partie marketing. Et quelques temps après, on a décidé de se déployer aussi sur d'autres segments autres que l'immobilier, notamment des copains dans la niche de la médecine ou de l'infoprenariat. Donc, et pour cette boîte-là, je suis associé en fait. Et pour la boîte de coaching en immobilier, je suis juste un employé. D'accord. À préciser qu'en fin de compte, toi, actuellement, tu es en Allemagne. Oui, je vis à Berlin, je suis installé, je vis à Berlin. D'accord. Ouais, en Allemagne depuis 7 ans et à Berlin depuis quelques mois. Donc, tu parles aussi allemand alors. Ouais, j'ai fait mes études en allemand en fait. Donc, D'accord, ok. Donc, français, allemand. Et donc, Cameroun, pour préciser pour ceux qui sont camerounais, tu es bamileke. bah, ouais, Ceux qui ont compris, voilà, comprendront parce que là, on va parler ouais, de je business suis et d'argent. bamileke, ouais, Voilà. je suis originaire de l'ouest du Cameroun, mes parents, et je suis bamileke et ma langue s'appelle le Homala. Voilà. Pour qu'on rigole, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas comprendre, voilà, c'est que bamileke, on dit que on dit en général que c'est les juifs noirs, c'est les Camerounais qui font du business. Mais bon, c'est un détail. Mais bon, certains on l'aura compris, c'est pourquoi ils rigolent ces deux-là. C'est voilà, je sais pas si c'est ce qu'on dit ou pas, ou je dis une bêtise. Ouais, ben, je pense que c'est en partie vrai, mais il n'y a pas que nous. Et en plus, c'est un petit peu chaud actuellement là-bas. Donc, je pense que c'est peut-être mieux de ne Je n'ai pas rien dit alors. forcément focus dessus, J'ai pas de suivi, plus j'avouerai, appuyer le fait que, ouais, de plus j'ai pas appuyer le suivi. fait que ben, on est tous du même camp, on est tous unis, même si on est différents sur certains points, mais à la fin, c'est le Cameroun, quoi. D'accord. Bon, on va laisser ça de côté. On va repartir sur ce qui nous intéresse, nous, c'est le podcast et l'entrepreneuriat. Yes. Donc, qu'est-ce que tu en as retiré, toi, actuellement, de tes 1 an de podcast? Surtout que tu es prolifique parce que
Mais moi, je te disais en off que je voulais en créer d'autres, mais j'ai plutôt me focaliser sur un et j'ai d'autres Mhm. business à côté, donc je peux pas. Je voulais en faire d'autres parce que j'ai d'autres passions, d'autres choses qui m'intéressent. Et j'en écoute en plus des podcasts dont on parlait en off d'entrepreneuriat en France et à l'étranger. J'écoute souvent aussi des podcasts sur la santé, sur le sport et plein de sujets qui m'intéressent, donc pourquoi pas. Mais bon, toi, tu es passionné de podcast, mais assez boulimique parce que tu en as créé un qui est déjà comme du boulot et là, tu en as déjà quasiment à trois. Donc, Ouais, mais en même temps, je suis pas tout seul, hein. C'est clair que ça demande assez de boulot. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe autour de moi pour m'accompagner sur toute la partie du montage, de l'édition de ce podcast et aussi de la publication sur les réseaux. Donc, c'est pas facile, mais ça reste un petit peu plus facile. C'est pas facile, mais c'est plus intéressant lorsqu'on a de l'aide derrière, tu vois. donc toi, ouais, donc, tu t'occupes que donc, de l'interview, de la préparation d'interview, et après, donc, le montage et la promotion, c'est pas toi. Non, le montage, c'est le frérot Gilles en Thaïlande qui le fait et qui m'a notamment été conseillé par Stan de Marketing Mania que tu as déjà reçu sur ton podcast. D'accord? Ouais, et pour tout ce qui concerne les textes, les visus, il y a toute une équipe répartie entre Brazzaville au Congo et Douala au Cameroun. Ouais. D'accord, bah ça, on en reparlera après parce que moi, j'ai eu Yes. du mal j'ai commencé en début d'année à déléguer et c'est vrai que ça a été un peu galère. J'ai fait comme souvent ce qu'on conseille à Madagascar. Enfin, c'était pas si mal que ça, mais bon. Après, je pense qu'il y a des trucs à apprendre, donc je vais continuer à apprendre et à tester. J'ai tenté l'Afrique, très déçu malheureusement. Même si, bon, Mhm. j'ai eu allez, un texte, un article qui était bon, mais c'était plutôt les paiements. Dans ces pays-là, le problème, c'est les paiements. Et puis Les après, bon, bien paiements, sûr, mais c'est quoi ce que tu as rencontré comme non, c'est difficulté que au moi, je niveau voulais des passer paiements? par la plateforme Malte. Et souvent, ben, on te prospecte par là et après, on te fait sortir de Malte et on veut te faire des paiements par tous les systèmes qui existent. À part PayPal, PayPal, ça ne me dérange pas parce que je connais. Et comme le reste, je ne connais pas, ben, je ne voulais pas tester des trucs que je ne connaissais pas. Je ne connais pas les gens, c'est la distance. Voilà. Même si Et puis, je t'ai dit, après, il y a un autre souci, hein, mais bon, ça, c'était une parenthèse, je voulais en parler après. C'est Mhm. aussi la qualité de travail. Nous qui sommes des créateurs de contenu, on sait que quand on pique un contenu, si tu le fais, il faut le modifier. Et si tu fais Mhm. passer ton texte dans une machine et qu'on te dit qu'il est dupliqué à 100%, tu te dis, mais attends, lui, il me prend pour un imbécile. Je lui demande, c'est que je connais quand même un peu la technique. Et, avant qu'il me Ouais. donne le courrier, je vais aller regarder s'il a copié, s'il a bien fait le boulot. Enfin, voilà, quoi. J'avais une Ouais, idée comme ça, je trouvais ça vraiment très, très décevant. Parce qu'en fait, ouais, ça, je comprends, je c'est des comprends. En endroits où plus, on c'est cherche du facile de boulot. détecter ça, donc Voilà, mais c'est un bon. petit peu con quand même d'aller faire du copycat comme ça. Mais après, voilà, j'ai pas peut-être trop forcé. J'en ai pas. Souvent, c'est comme en France, hein, quand tu fais un recrutement, c'est pas la première personne qui est la bonne. Il faut en faire peut-être 10, 15, 20. J'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait une quinzaine, on va dire. Donc voilà. Et Hmm. certains, j'ai publié leur article, j'ai payé. Enfin, il n'y a pas de problème. Donc, parenthèse par rapport à ça, on en parlera peut-être après si tu veux. Ouais. Donc, le podcast, alors, donc, toi, tu as Peut-être pour actuellement. conclure sur cette petite digression-là au niveau des paiements, pour ceux qui ont des difficultés, il y a plein de solutions pour bosser avec des gens qui sont en Afrique en termes de paiement. Vous pouvez payer en euros. Il y a plein d'opérateurs là. Il y a par exemple Payoneer qui permet de- qui pourrait, Payoneer, vous pouvez faire des paiements en euros et les prestataires, ils peuvent faire des retraits de leur salaire en francs CFA. Ils peuvent faire un retrait en francs CFA dans leur pays d'origine. Donc, c'est assez pratique. Et pour ceux qui ont des difficultés, justement, qui vivent en Afrique et qui font des prestations avec des entreprises ou des entrepreneurs en Europe, c'est plutôt une banque assez idéale, quoi. Donc, est-ce que tu connais ce canal-là? Je connais, mais c'est pas c'est pas la bonne solution. Tu n'auras pas de gens parce que j'ai eu un problème avec eux, un gros problème. Et j'ai mis 3 mois pour récupérer mon argent. J'étais Ah affilié en bon? plus avec eux. Ouais, ouais, j'ai eu une grosse galère. J'ai dû les appeler en Angleterre. Enfin, ça appartient à la base à Mastercard, mais c'est une vraie galère. Une vraie galère. Au début, j'étais content, tout se passait bien. Et j'ai eu des galères, j'ai tout stoppé. J'étais vraiment déçu. Et à un moment, c'est un moment où je débutais la structure, j'avais besoin de cash. J'avais le cash sur le Mhm, compte. J'étais à l'étranger. J'étais au salon de mhm. l'affiliation à Las Vegas et j'ai eu une galère là-bas. Et impossible de retirer l'argent. Donc j'ai Putain. dû galérer. Et même quand je suis revenu, j'ai galéré. Ça m'a mis quasiment 2 mois à leur envoyer des courriers, parler. En plus, bon, même si je parle anglais, voilà, expliquer en anglais où était le problème. Ils m'ont jamais expliqué où était le problème. Ils ont mis du temps à me rendre l'argent. Mais moi, j'ai perdu du temps à appeler, enfin, faire tout ça. Ils sont connus. Plein de gens disent que ça marche bien, mais moi, ça a bien marché, maman. Et puis, à un moment, j'ai eu une galère. Je sais pas pourquoi. Ils ont pas voulu me donner mon argent. Je sais pas pourquoi. Donc voilà.
et je leur avais envoyé un peu des affiliés qui m'ont jamais payé. C'était en stand-by. Il fallait attendre, comme souvent dans l'affiliation, il faut attendre un montant de 100 ou 200 euros. Ils m'ont pas payé. Enfin voilà, parenthèse, mais Oh. bon, si toi tu me dis que ça marche, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent que ça marche, je vais pas dire le contraire, mais Ici, voilà. on n'a pas eu de problème. C'est vrai qu'on l'utilise juste pour faire les paiements de nos prestataires, mais sinon, c'est pas non plus là-bas que je garde mon patrimoine. Mais après, bon, il y en a encore plein d'autres, mais c'est comme je te dis, c'est une question d'habitude. Moi, comme j'ai l'habitude de passer par Malte, je voulais passer par eux. C'est Ouais. plus par C'est vrai qu'avec correction. Malte, ça assure aussi la partie juridique. Donc, ok, Voilà, et c'est bah, plus par correction. Et puis après, non, j'ai compris après peut-être le problème, mais eux me l'ont pas dit, c'est qu'il y a un décalage de paiement. C'est juste yes. qu'il y a un décalage de paiement, et donc bah, eux, ils ont besoin d'être virés tout de suite, hein. Mais il y a un Mhm. décalage d'un mois. Bon, bah, je dis si vraiment tu veux bosser et que moi, c'est pour bosser sur le long terme, c'est pas une mission. Si tu bosses bien et tu es content, bah, je te paye 10 articles et après, tu as le paiement un mois après. Où est le problème? Mhm. Mais bon, après, bon, parenthèse, on en parlera peut-être plus tard. Je voulais pas qu'on parle, qu'on pousse dessus, mais on Ok, l'a y a fait. pas de... on l'a fait. Donc, Ah, ça part dans tous les sens là. donne-moi ton retour. Bah, si tu connais, c'est la style. Donne-moi donc ton retour d'expérience. Pourquoi tu as créé le podcast? Comment tu en es venu au podcast? Et qu'est-ce que tu en as retiré donc des 1 an d'expérience actuellement? Ouais, comme je l'ai dit au début, ben, moi je suis déjà de base un gros consommateur de podcasts et euh, sur le segment, comme j'ai dit au départ, je viens du Cameroun et c'est-à-dire de l'Afrique et j'ai constaté que c'était pas un média qui était forcément exploité de ce côté de l'Afrique là, de ce côté du monde là en Afrique. Par contre, aux États-Unis, c'est un super business. C'est un business qui pèse des millions et des millions de dollars. Et en plus, en France, quand on regarde un petit peu les grosses boîtes, les radios traditionnelles, ils se lancent de plus en plus sur ce segment-là. Et moi, je me suis dit que peut-être ce serait intéressant que moi, je me positionne aussi sur ce segment-là, mais plus euh, orienté vers l'Afrique, même si j'essaye de prendre ici plein de connaissances ou quand tu arrives sur mon podcast, tu vas remarquer que au niveau des invités, j'essaie d'avoir des invités qui viennent un petit peu de partout. Mais le message profond, il est un petit peu orienté vers l'Afrique, tu vois. Donc, c'est une façon de me positionner stratégiquement par rapport à cette tendance du podcast-là, de telle sorte que, vu que la voix commence déjà à se faire référencer, au moment où tout va péter, ben, je serai forcément en première position, quoi. Donc, Parfait. c'est plus dans ce sens-là. Et aussi, c'est une façon pour moi aussi de faire du business. Je peux te dire que 95, voire plus, 95% de tout ce que j'ai lancé aujourd'hui, c'est grâce au podcast que tout cela est arrivé, que ce soit par mon associé, le deuxième podcast, le troisième qui va arriver, tous les petits business que j'ai lancés en parallèle, c'est arrivé la plupart du temps indirectement via ce podcast que j'ai lancé il y a de cela un an. Par rapport aux écoutes ou par rapport aux invités que tu as eus qui, eux, t'ont mis Par en rapport lien aux avec? invités, par rapport aux écoutes, tu vois, mon associé, de base, c'était un de mes invités. Et plus tard, j'ai bossé pour lui et il est devenu mon associé sur cette autre activité. L'autre podcast 10 000 codeurs, Douglas, il était aussi invité sur le podcast. Et plus tard, on s'est retrouvés. J'ai rejoint le board de 10 000 codeurs seulement parce qu'il est passé sur le podcast. Ainsi de suite, quoi, en termes, j'ai pas gagné d'argent directement par rapport à ce podcast-là, mais indirectement, les activités qu'on a lancées, c'est quelque part grâce à ce podcast-là. Si j'avais pas eu à inviter ces personnes sur ce podcast, si j'avais pas eu le podcast comme prétexte pour aborder ces personnes-là, je pense pas que je serais là où je suis aujourd'hui. Et donc ça, tu l'as fait délibérément, enfin, tu y as pensé avant ou c'est venu après? J'ai pensé, je pense que j'ai procrastiné au minimum un an, au Non, je minimum. parle pas de ça, ouais, d'accord, Ah, ok, je pensais que tu non, parlais mais du c'est lancement bien, du podcast. t'as répondu indirectement à une question, donc tu as mis un peu de temps comme certains. Mais est-ce que quand tu as invité les gens, tu t'es dit, je vais faire du business avec eux, donc je les invite? Ou si Pas tu du sais. tout, pas du tout. Voilà. Vraiment, la base, c'était d'aller vers ces personnes-là et apprendre de ces personnes. C'est pour ça que si tu regardes dans les premiers invités, ils étaient un petit peu orientés très, très, très marketing parce que c'est d'où je suis issu. Et bien après, j'ai eu d'autres profils beaucoup plus des sportifs, des artistes, tu vois.
Mais à la base, c'était vraiment pour… c'était un petit… Je dirais, mais c'était égoïste, en fait, d'inviter des personnes et d'apprendre de ces personnes-là sur ce qu'ils font dans leur activité pour pouvoir réutiliser ces process-là dans les activités que moi, j'avais en parallèle de ce podcast, tu vois, parce que j'étais freelance. Et au fil du temps, ben, ce n'était pas prémédité. Par exemple, que plus tard, je bosse pour mon associé ou qu'on monte un truc ensemble. Pareil pour Douglas, si tu écoutes l'épisode, c'est même pendant l'interview. C'est une interview qui dure presque 2h30, si je ne me trompe pas. C'est pendant le podcast qui me fait la proposition, pendant qu'on enregistre, les auditeurs, ils écoutent. Il me dit, mais qu'est-ce que ça te dirait qu'on lance un truc comme ça? Je trouve que c'est ton truc là, c'est bien ce que tu fais, c'est vraiment bien. Mais Faisons un truc comme ça, tu vois. c'est pas l'épisode zéro, parce que je l'ai écouté celui-là. C'est pas le zéro, c'est le zéro. Je C'est parle après, de alors. débrouillard. Zéro, Ah l'épisode non, zéro, non, je sais pas, c'est de 10 000 non, codeurs. j'ai écouté 10 000 codeurs. J'ai pas écouté podcast. Le débrouillard, j'ai écouté d'autres épisodes. J'ai pas tout écouté. Yes, l'épisode avec Douglas, je crois que c'est l'épisode 11. C'était au début, l'épisode 11. Et là, on discute, on parle, parce que là, il me parlait en fait de son projet 10 000 codeurs. Moi, il avait les yeux qui pétillaient parce il est toujours passionné par ce gros projet-là Non, non, d'aller comme c'est un ça. beau Ouais. projet. Je mettrai le lien en show notes pour ceux qui veulent voir, et qu'on soit ou pas d'Afrique, hein, mais c'est plus concerné pour ceux qui sont d'Afrique. Son projet, je crois que il est marqué, je crois, sur le site de 2015-2025. Il veut 10 000 Ouais, codeurs. ouais. 10 000 codeurs à la base, pour expliquer rapidement, l'idée, c'est d'aider les jeunes, les garçons comme les filles, à s'insérer, soit par l'employabilité, soit par l'entrepreneuriat, à s'insérer dans la vie par ces métiers du numérique, là. Soit en étant employés dans de grosses boîtes, soit en créant eux-mêmes leur propre activité. Et dans cet écosystème, tu as des grands frères et des grandes sœurs qui ont déjà une certaine expérience dans le numérique. Ça peut être des métiers de dev, des métiers de test ingénieur, UX design, ou même du développement personnel, du marketing. Et ils apportent comme ça cette expérience auprès de ces jeunes. Et on a la chance d'être accompagné, par exemple, par EcoBank comme sponsor pour former ces jeunes-là. Et on a plein, sur 300 qu'on a formés jusqu'ici, il y a plus de 75% qui ont été insérés, soit par l'employabilité, soit par le business qu'ils ont créé par eux-mêmes, quoi. D'accord. Ouais, donc, c'est vraiment un beau projet. Bah, je mettrai le lien. Je vais revenir sur deux trucs que tu as dit parce que je vais essayer de ne pas te couper. Ça, c'est un problème chez moi. Il n'y a pas de Je souci, sais hein. pas Moi, je si le toi, fais tu tout avais le un temps problème. aussi. Tout le temps, donc Bon, bah, ça ne me surprend pas. c'est un problème de podcasteur. Qu'est-ce que tu en penses? Que tu as parlé des radios. Moi, c'est un truc qui m'énerve un peu. C'est bête parce que j'aime la radio, j'ai grandi avec la radio. C'est pour ça aussi que souvent, quand tu aimes la radio, tu aimes le podcast. Mais bon, pour moi, il y a une différence. Qu'est-ce Pas que tu forcément, penses, hein. le fait que les radios viennent, en fait, elles ont déjà leur business, et elles viennent s'insérer dans le podcast. Et quand tu vois les classements des meilleurs podcasts, des fois, tu vois des émissions de télé ou des radios, tu te dis, mais bon, tu vas pas les interdire, je comprends. Mais tu as l'impression, en fin de compte, que le blog, que le podcast, c'est la même idée, c'est que c'est pour disrupter un marché et qu'eux viennent Yes. se placer là et que c'est pas normal. Ils ont déjà les outils, ils ont déjà les techniques, ils mettent leur pub à l'ancienne. Tu vois, quand tu as un podcast, il n'y a pas une pub qui va te couper toutes 30 secondes. Et que chez eux, c'est leur esprit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est Ouais, un je peu un vois ce truc? que tu veux dire. Moi, je trouve que c'est plutôt logique. Moi, je pense que j'aurais fait pareil, hein, si j'étais une grosse radio. Dès que je vois une niche, quelque chose qui explose. Moi, je pense que la véritable question, ce serait de plutôt comprendre et saisir l'opportunité. Si les grosses radios qui ont tout le matos, qui ont l'audience, qui ont l'argent, s'ils se lancent sur un tel segment, la véritable question, c'est pourquoi est-ce qu'ils se lancent là-dessus? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, mais Donc, on sait qu'il y a une opportunité, c'est pas un problème. C'est que c'est le fait de dire, c'est un peu comme tu dis, comment je vais te donner l'exemple. C'est comme s'il y a une opportunité qui est là pour les gens. Je donne un très mauvais exemple, qui est là pour les gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont de banlieue ou autre. Et tu as des gens qui viennent, qui ont déjà la queue en argent dans la bouche et qui viennent encore prendre le marché et qui vont indirectement reprendre le marché comme s'ils voulaient continuer la radio et faire disparaître les autres. Tu vois, les gens qui, faire disparaître les autres, c'est un gros pas mot. Moi, disparaître, je pas ne vois disparaître. pas les choses dans ce sens-là. Oui, Pour moi, c'est plus un signal. je pense qu'on a, on a une vision différente. C'est comme YouTube qui a vraiment disrupté. Tu as des gens qui ont des grosses Mhm. chaînes et qui, je pense à un financier, Tammy Kabash, voilà, qui disait son truc, c'était vraiment d'aller contre BFM. BFM, ils sont là, mais lui, il a sa finance différemment. Et d'autres qui ont leur audience font des bonnes choses, disent des belles choses. Même si au début, ils ont commencé tout petits, ils n'avaient pas d'audience. Maintenant, ils ont une grande audience. Ils peuvent influencer les gens avec des choses bien et pas des choses qui sont formatées par des grands groupes. Tu vois, pour moi, il y a un esprit différent. L'esprit, donc.
Moi, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai un esprit un peu plus analytique, en fait. Moi, je préfère plus regarder les données et tirer, en fait, des conclusions par rapport à ces données, c'est-à-dire prendre position par rapport aux données. Le fait que ces grosses radios, elles se déplacent, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et en creusant le truc, ben, tu comprends clairement que c'est un segment sur lequel il faudrait absolument se positionner le plus rapidement possible. Je vais te prendre un exemple, par exemple. Je vais te prendre un exemple avec Facebook, par exemple, lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont parlé de Libra, tu vois, et de se déployer, de venir un petit peu disrupter le fait qu'en Afrique, il y a un bon pourcentage de la population qui n'est pas bancarisée, je crois plus de 80%. Tu as tout le monde qui s'est levé, qui a commencé à crier, oh, Facebook, qui va encore voler les données des gens, tu vois. Ils regardent plutôt le côté négatif au lieu de comprendre la donnée cachée, en fait. Si Facebook se lance sur la blockchain, et en plus, sur un marché africain, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut Oui, dire ça valide, tu mais ça, valides le fait que ouais, cette technologie est mais intéressante ça, on est et qu'il y a d'accord. un marché pour, Mais ça, et on que est toi, tu d'accord. devrais te positionner par rapport à ça, Mais pas par ça, on est rapport à d'accord. Facebook, tu Sinon, moi, vois. je l'aurais pas fait, tu l'aurais pas fait. Mais c'est que le fait que de dire qu'ils ont plus de pouvoir, plus de force et que à un moment ou à un autre, ils peuvent, s'ils veulent prendre un monopole et disrupter le marché. Non, nous, on essaie de disrupter. Le podcast est là pour disrupter, pour que les gens prennent leur place. Comme quand Yes. les gens avaient un blog, on dit mais d'où il sort? Et en fin de compte, la personne devient influenceur et, et elle a des compétences. Mais si elle serait passée par le cycle classique normal, comme les personnes qui s'autopublient pour l'écriture ou qui s'autoproduisent pour tout ce qui est musique, avant, il fallait passer par un différents Ouais, les maisons canal, traditionnelles on va dire. Voilà, et d'édition. des fois, tu étais disrupté, tu étais bloqué par quelqu'un. Là, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Et si tu arrives à faire ce qu'il faut, bah, tu vas attirer une audience et tu vas réussir. C'est ça que je veux Ouais, dire. clairement, clairement. Au moment, pour moi, Les grosses boîtes, elles sont dans leur rôle, tu vois. elles sont dans leur rôle, je suis Moi, je d'accord, pense que si je suis à leur place, je je fais comprends ce que pareil. je Moi, comprends ce que tu veux il y a dire. des données, je me préfère plus me concentrer sur ce que je peux contrôler. Le fait qu'elle, elle se lance dessus, c'est pas une donnée que je peux contrôler. Mais par contre, je peux tirer conclusion sur le fait qu'elle, elle se déploie sur certains segments. Moi, je vais juste prendre les éléments dont moi, j'aurais besoin pour me positionner par rapport à cette idée que j'aurais validée des actions que elle mène sur ce segment-là, quoi, tu vois. Ce Ça, que, c'est ce que je peux contrôler, par contre. Mais le fait qu'elle, elle ce se que, déploie, je ce ne que, contrôle pas ça. ce que tu veux dire, ouais, mais je comprends très bien. En fin de compte, c'est vrai que tu m'as même bien expliqué, parce que moi, je ne le voyais pas comme ça, même si je comprends ce que tu veux dire. C'est que, voilà, comme souvent dans le business, voilà, il faut s'occuper de soi et pas des autres. Parce que la seule chose que tu veux prendre en compte, Non, c'est non, c'est que. pas ce que je dis, hein. Je Attends, regarde. laisse-moi finir. J'espionne. Je suis Le seul espionnage truc, industriel, je regarde. le seul truc que tu prends en compte, c'est que le fait que si elles viennent, elles valident le marché. Donc, en fin de compte, tu vas pas t'embêter à te dire, voilà, à t'occuper d'elles. Tu t'occupes de toi et ton business. Et elles viennent. Tu t'en fous. Tu penses que toi, tu vas faire ton business et elles le leur, on va dire. C'est ça que je voulais dire. Moi, je m'occupe d'elle, entre guillemets, mais je m'occupe d'elle pour savoir comment est-ce que je me positionne. Qu'est-ce que D'accord. j'optimise, qu'est-ce que je rajoute. J'observe ce qu'elles font. C'est pas genre, je valide le truc et je me barre. Non. J'observe, j'espionne complètement. Si je peux même m'infiltrer à l'intérieur, je m'infiltre. Je regarde tout ce qu'elles font, je copie tout ce qui est à l'intérieur et je le modélise par rapport à moi, mes objectifs que j'ai dans le même segment que, tu vois. D'accord, je vois. Quitte à soit me faire racheter plus tard, ou alors être dans mon segment où je sais qu'ils ne vont pas m'embêter parce que peut-être qu'ils vont trouver ça trop petit, mais pour moi, c'est assez grand. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, tu as une bonne vision, parce qu'on en parle rarement, mais je connais une personne, bon, qui n'a pas voulu venir sur le podcast malheureusement, qui avait un podcast sur le recrutement il y a quelques années, avant que tout le monde se soit à la mode, hein, et qui est même dans l'immobilier, qui est investisseur. S'il écoute, bah, salut à lui, même s'il n'a pas venu sur le podcast. Et il a vendu son podcast à Radio France. Et je ne savais pas que ça se vendait bien, que c'était. On n'en parle pas trop, quoi, mais lui a vendu son Mhm. podcast il y a un an et demi. Il avait, je crois, 500 épisodes, donc très productif. Yes. Il a commencé, je crois. Waouh, 500 épisodes. C'est quoi? C'est Ouais, du ouais, je crois Patrick qu'il. Béja ou quoi? Non, non, Ils non, sont non. pas nombreux qui vont jusqu'à 500 Lui, il épisodes, est hein. connu, mais c'était quelqu'un qui n'était pas très connu, mais il était sur une niche qui marche bien, qui était le recrutement. Et, Mhm. alors, je crois que c'est 500, je vérifie Hyper encore. productif. Et il a fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Et donc, pourtant, à la base, c'est pas sa niche, parce que lui, il est investisseur immobilier. Donc, Yes. il a une vingtaine de biens, je ne me trompe pas, et il fait aussi du coaching. Et il avait le podcast à côté, et bon, il a été racheté. Pourtant, moi, je ne l'avais jamais entendu parler, et je pense que plein de gens n'ont Et pas qu'est-ce que entendu, mais ça veut bon. dire, il se fait racheter? Il anime toujours le podcast, sauf qu'il Non, il détient n'anime plus les plus, droits, ou il alors. anime plus, je pense qu'il a revendu la marque, le nom, enfin, voilà, et Et puis l'ancien contenu. voilà, et je pense Ok, que lui n'est plus c'est là, hein, intéressant ça. ça. Mais comme tu en parlais, c'est pour ça. Mais bon. Deuxième question, quel Yes. est ton exemple en podcast? C'est qui ton Euh, exemple quand tu dis, voilà, moi j'aimerais être comme lui, quoi. C'est mon podcast, c'est mon exemple. j'ai pas.
c'est un mélange de plusieurs personnes parce que chez toutes les personnes que j'écoute, il y a des aspects que j'aime et des aspects que j'aime pas forcément. Donc, c'est un mélange de plein de choses. En termes de rythme, je vais répondre à la question de ce soir. En termes de rythme, de, 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 de- d'explication, d'attention, je suis un gros, 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 gros fan de Patrick Béja. Je sais pas si tu connais, du Rendez-vous Tech. Si, je connais bien. Ouais. Bah, Ouais, c'est l'un des, enfin, pas moi, l'un je des premiers, mais il est là l'adore. Ouais, depuis un depuis petit bout de temps. 2006, tu vois, Et je ne puis, savais même pas que ça il existait. parlait de ses rémunérations. Enfin, c'est l'un des premiers qui a été, qui a commencé à gagner sa vie, ouais. Mhm. Moi, je suis un gros, gros, gros fan de Patrick Béja. J'adore, j'écoute encore jusqu'aujourd'hui ces podcasts parce que j'ai recommencé. Quand je me suis lancé, quand j'ai commencé à écouter les podcasts, j'écoutais les plus récents. Mais là, je suis retourné en arrière. Je crois que je suis à l'épisode, je dois être à l'épisode 100 quelque chose, peut-être 102, 103. Bon, je suis retourné loin derrière pour écouter les anciens épisodes. J'adore. Tu revis en fait la genèse de tout le lancement de Twitter, le lancement les moments où Facebook a commencé à péter, la mort de Steve Jobs, c'est comme une série que j'écoute tous les jours, c'est trop ouf. Dans le thème de rythme, c'est du Patrick Béja. Et actuellement, moi, je suis un drogué des podcasts de Mathieu Stéphanie, JDY, Ouais. Generation Do It Yourself. J'adore ce qu'il fait, les invités, des mecs qui sont à la pointe de ce qu'ils font à chaque fois. C'est... Sinon, je suis aussi fan de Grégory Pouy qui est passé sur ton podcast par rapport à la profondeur d'un sujet qu'il aborde, tu vois. À chaque fois que j'écoute un de ces épisodes, je suis mal à l'aise, quoi. Il me fait me questionner sur moi, tu vois, sur mon rapport Bah, à moi-même, à c'est le l'argent, tu but, hein. vois. C'est le but. Il me met mal à l'aise, mais dans le sens positif, quoi, tu vois. Non, mais c'est le but, hein. On en a parlé en off Mhm. et il en parle aussi hein, ouvertement. Voilà, le but, c'est d'être ouvert, assez philosophe sur le monde, pas juste bloqué sur l'argent. Il est même plus Mhm. dans ça, lui. Yes. Même si je pense qu'il n'a pas ce problème-là. Yes. Aussi, donc, l'ouverture par rapport aux femmes, parce il interviewe beaucoup de femmes sur un problème Bien sûr, que des tu as femmes, des actrices porno, non, mais un ouais, problème que toi et des moi, on profils a, inattendus, tu vois. problème que que moi et toi, on a, enfin, toi et moi, on a, d'interviewer plus de femmes. Moi, cette année, j'en ai interviewé plus déjà. J'ai battu mon record par Moi, rapport j'ai à du l'année mal. dernière où je m'en suis plaint, mais à un moment, je me suis dit, je vais arrêter de me plaindre, je vais juste faire plus d'invitations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de refus de femmes qui veulent pas Moi, j'ai venir sur le beaucoup aussi, podcast. j'ai beaucoup de refus. Mais bon, après, la proportion, il y en a aussi chez les hommes. Donc, je sais pas Mhm. si. Au début, je me suis dit, mais elles veulent pas venir sur les podcasts. Il y a un problème. Pourquoi elles ont peur de parler? Et en fin de compte, non, il faut juste faire plus d'invites. Et après, là où j'ai pas eu de problème, j'ai invité des podcasteuses. Quoi. En général, Mhm. elles aiment le format, elles connaissent, Ouais, elles sont dans le elles game voient déjà. l'intérêt, elles comprennent l'intérêt. Donc voilà, parce qu'il y a vraiment des femmes. Et j'ai même été, j'avais contacté une association d'entrepreneuses très connue. Bon, elles n'ont pas refusé, elles m'ont dit, rappelez-moi au mois d'avril. Donc je vais les rappeler. Mhm. Mais voilà, je trouve étonnant parce que des fois on dit qu'on ne donne pas la parole aux femmes. Je dis, mais plusieurs fois, j'ai dit ouvertement sur le podcast, venez, t'es entrepreneuse, viens, moi je veux parler avec toi. Et en fin de compte, Ouais, je trouve c'est juste que c'est pas très, très, très à la mode. Il faut juste qu'on pousse le truc, surtout qu'il y a de superbes femmes qui font des trucs énormes et qui n'ont pas assez de lumière. Mais je crois que c'est notre rôle de continuer à essayer, à ramener le peu qu'on peut ramener et puis ça pourra se démocratiser au fil du temps, quoi. ouais. Bon, en tous les cas, coucou à toutes celles que j'ai invitées. La dernière, en plus, dont je suis vraiment content, Namizata Masono, on a eu vraiment Mhm. un bel échange et on a parlé aussi de l'entrepreneuriat féminin. Donc, il y en a Yes. encore plein d'autres, mais bon, c'est celle que j'ai en tête maintenant. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur tes 1 an? Comment ta vie a changé entre là où tu as commencé? Parce que tu as mis 1 an déjà pour te lancer. Donc, qu'est-ce qui t'a bloqué déjà? Une première question. J'en pose des fois deux. Oh, le Et syndrome de l'imposteur. quel est le changement entre les deux? Syndrome de l'imposteur? Ouais, je me demandais, mais pourquoi qui suis-je pour lancer un podcast et tout, tu vois, j'ai dû beaucoup travailler sur moi et pour lancer le truc. Et, je dirais il y a un pote qui m'a vraiment, vraiment poussé vers le truc. Pierre Godard, je l'ai reçu aussi sur le podcast. C'est lui qui m'a dit, bah, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'être forcément validé par tout le monde pour lancer son truc. Lance ton truc, même si tu n'as pas d'invité, invite les gens qui sont autour de toi et puis au fur et à mesure, tu vas avoir ton temps, tu vas peaufiner un petit peu le message, ce que tu as envie de pousser, ta philosophie. Et c'est ce que j'ai fait dès le départ. Et peut-être pour revenir derrière, c'est le premier truc que j'ai réussi à faire sans m'arrêter pendant 1 an. Donc, pour moi, c'est le premier de toute ma vie, hein. Toutes les semaines, toutes les semaines pendant 1 an, pendant
12 mois, j'ai posté un épisode d'interview avec un invité différent à chaque fois. C'est la première fois que je réussis à faire un truc comme ça dans ma vie. Même mes études, c'est la toute Non, mais première fois. ce qui confirme qu'au moins, voilà, c'est un truc que tu aimes, tu es passionné. Et quand tu es passionné, c'est plus facile. Et ça se sent parce que, juste une question, parce que moi, quand j'ai écouté l'épisode 0 donc de 10 000 lieues. C'était pas ton premier épisode, celui-là. Donc, si je comprends bien, tu avais commencé par L'épisode zéro Débrouillard. que tu as écouté, c'est l'autre podcast que j'ai lancé 6 mois après Débrouillard. Ah, parce que je me C'est suis le dit, putain, podcast 10 000 codeurs. je me dis, Et parce que moi, quand je compare mon premier épisode et ceux-là, là, je me dis, waouh. Et alors, je me dis, quand j'écoute, je me dis, mais il est bien. Comment c'est son non, premier l'épisode épisode? zéro, j'avais déjà enregistré, je pense, j'avais déjà enregistré au moins une bonne vingtaine d'épisodes sur Débrouillard, Ouais, minimum, c'est tu ce que je vois. me suis dit, parce que Donc, c'est même si bizarre. c'était pas très, très propre, il y avait un rythme, il y avait une confiance en soi. J'avais plus de papier parce qu'avant, les premiers épisodes, j'avais une liste, tu vois. Je lisais les questions, j'avais peur, Ah, tu c'est vois. galère, Si tu ça. écoutes le premier Ben, épisode, c'est tout pourri. je vais aller écouter le premier, parce que le Le premier, c'est premier toujours assez épisode marrant. avec Farid Kashtan, avec Farid Kashtan que j'avais invité, c'était mon premier invité. C'était vraiment, quand je l'écoute, j'ai envie de l'effacer. Après, j'ai dit non, ça reste dans les archives, c'est moi, ça marque un petit peu mon évolution aussi. C'est l'épisode zéro là j'avais déjà au moins 3, 4 mois d'expérience, tu vois. J'avais un petit peu roulé ma bosse déjà, tu vois. C'était pas Bah, parfait, mais il y avait une assurance, quoi. Il y avait une surtout en plus, tu confiance. avais compris qu'il fallait faire un épisode 0. Moi, je l'ai vu, je l'ai fait Bien aussi sûr. après. Je l'ai fait 2 fois même. J'avais compris qu'il fallait le faire un épisode 0, donc j'en ai fait un après, 6 mois après, je crois, et j'en ai fait un il y a un an, même pas, il y a quelques mois là, pour expliquer des choses et faire un teasing plus petit, voilà, parce qu'il faut Yes. toujours faire un petit teasing d'une minute trente, 2 minutes, Mhm. pour pouvoir le poster un peu partout et que les gens comprennent ce que tu fais. Ouais, c'est très, très puissant, ça. Normalement, je dois le faire aussi. C'est très, très puissant. Ça permet d'aller ratisser un petit peu des personnes qui économisent d'attention, tu vois. Ils vont pas forcément regarder 1 heure de podcast sur Facebook ou sur LinkedIn. Par contre, en regardant un petit teasing, il peut cliquer et tomber sur son iTunes ou son Spotify. Ça, il peut l'écouter en faisant autre chose, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as, encore la même question, mais peut-être plus poussée, qu'est-ce que tu as appris, puisque tu es entrepreneur, même si actuellement, tu es associé, mais bon, tu as, entre parenthèses, allez, je suis en podcast, tu as le cul entre deux chaises. Mhm. Qu'est-ce que tu as appris en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui va te lancer? Parce que tu as parlé en plus de Mathieu Stéphanie, qui est plutôt start-upper. Aussi, donc, Patrick déjà, donc, qui est plus donc, lui aussi tech. Donc, toi, tu es plus tech. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que c'est un truc, parce que souvent on dit que le podcast, c'est quelque chose qui peut, quand tu aimes le podcast et qu'on écoute beaucoup, c'est des choses qui peuvent te faire apprendre beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu as senti que tu as évolué, que maintenant, tu es, plus plutôt podcast, tu vas rester podcasteur ou tu vas créer des boîtes par rapport à tout ce que tu as appris, par rapport à tous les coachs que tu as eu indirectement? Parce que tu es comme moi, je suis égoïste. Quand Ouais, ouais. c'est pour apprendre des choses, c'est pour apprendre des choses et pour les implémenter. Ouais, moi, j'ai beaucoup, je dirais que 60% de ce que je sais aujourd'hui, c'est grâce au podcast, hein. Au-delà des bouquins que je lis ou des formations et des coachings que je suis, c'est des podcasts. J'apprends tellement de l'expérience des autres, tu vois. Ce sont des personnes ils ont fait tellement de merde, tellement d'erreurs, et ils les expliquent. Et toi, tu as cette chance d'écouter cela et d'aller directement droit au but, quoi, tu vois. Tu n'as pas besoin de faire les mêmes erreurs, tu prends directement le raccourci. Et moi, j'ai beaucoup appris de ça, de mes invités et aussi des autres podcasts que j'écoute. Euh, j'ai j'ai beaucoup, je crois, au niveau du mindset, de l'état d'esprit, j'ai beaucoup évolué aussi. J'ai plein de croyances limitantes qui ont sauté, tu vois, en écoutant comme ça des personnes, parfois même plus jeunes que moi, qui ont lancé des trucs, qui ont risqué, qui ont dormi dans la rue, tu vois, qui étaient à la limite, au bord de la faillite sociale. Et moi, j'ai beaucoup appris. Moi, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, vu la direction que ma vie prenait il y a de cela quelques années. Je trouve que le podcast a influencé positivement la personne que je suis aujourd'hui, de par mes invités et les invités et de par les interviews de d'autres podcasteurs que j'ai écoutés, en fait. Et donc, comment tu te vois dans quelques années alors? Toujours avec le podcast, façon Tim Ferriss ou Lewis Howes avec 1000 épisodes, ou Le plutôt. podcast, j'ai envie de faire ce podcast vraiment encore longtemps, et je me vois même produire d'autres podcasts. C'est quelque chose que je réfléchis, mais pour des raisons de focus, j'essaie à chaque fois, lorsqu'il y a une idée qui me trottine le cerveau,
J'ai mon plan de 90 jours que j'ai appris de Stan Lolo. Lorsqu'il y a une idée qui me trottine le cerveau, je le remets à la prochain plan de 90 jours. Si au prochain plan de 90 jours, le truc me tente toujours, généralement, je le lance, quoi. Donc là, je songe à aller plus sur une boîte de prod pour des podcasts, pas juste pour des podcasts que j'anime, mais d'autres podcasts sur des sujets que j'aimerais aborder, mais je n'ai pas forcément le temps. Peut-être l'idée serait de trouver quelqu'un qui aurait cette même flamme-là que moi pour aborder ces sujets-là, que ce soit dans le dev, par exemple. J'ai envie de lancer un truc sur du dev et je ne suis pas forcément développeur, même si j'ai quelques petites notions de ce que j'ai appris à l'université. Mais j'aimerais bien avoir un truc comme ça, surtout orienté pour l'Afrique où il y a des personnes qui décortiquent un petit peu ce sujet sur les langages pour démocratiser un petit peu ce métier-là chez nous et pousser plus de personnes à se lancer vers ce métier à haute valeur ajoutée. Pour moi, je suis convaincu que c'est le pétrole de demain, tu vois. C'est le Donc pétrole de demain. là, tu parles plutôt donc d'un format comme un binge, un peu binge audio, où tu Un petit crées peu comme vraiment. Binge, un petit peu comme Binge, là où je vais mettre en relation des sponsors et en même temps des podcasters, une boîte de prod, quoi, où je pourrais même incuber aussi d'autres podcasts qui sont produits et édités par cette même boîte, quoi. D'accord. C'est quelque chose qui me trottine le cerveau. Mais pour ce qui est pour ce qui concerne le business actuellement, euh, on a plein de projets avec mon associé. Euh, pour des self-projects, j'ai pas forcément des trucs là dans le moyen terme. Je suis plus focus sur tous les projets qu'on a parce qu'on va ouvrir des bureaux. On a même déjà des bureaux qu'on va aménager. C'est juste qu'à cause du COVID-19. Donc, on rappelle que nous sommes en avril, donc nous sommes en plein confinement pour ceux qui écoutent plus tard. Euh, à cause du Covid, il y a tout qui est aux arrêts. Et l'idée, c'était justement d'aménager nos bureaux qui sont à Douala pour nos collaborateurs là-bas pour qu'ils puissent avoir un endroit où ils se retrouvent tous, même si on est déjà habitué à bosser en remote. Mais pour plus grossir, il nous faut avoir des bureaux sur place. On a déjà et on va essayer de grossir un petit peu plus que ça, quoi. Donc vous êtes combien en tout? Parce que là, tu parlais d'Allemagne, tu parlais de Thaïlande. Donc, c'est Euh, vraiment une boîte vraiment remote, mais vous êtes combien en tout là? Attends. Au Congo, à Brazzaville, il y a deux personnes. À Pointe-Noire, on a une personne, notre, notre graphiste Bévic. Brazzaville, c'est le manager et notre monteur vidéo. À, à Douala, au Cameroun, on a trois, quatre, on a cinq community managers. Non, on a cinq community managers, quatre qui sont à Douala, une personne qui est à Yaoundé. On a notre web designer qui est aussi à Douala, le responsable de notre pôle euh, contenu rédaction qui est à Douala, avec trois autres rédacteurs, prestataires qu'on vient d'engager là. Et au niveau du Canada, on a une équipe de closers aussi. On a six personnes au niveau du closing. Non, cinq personnes à Montréal et une personne à Miami aux États-Unis. Et en France, on a une personne, une secrétaire et moi à Berlin. Donc, je crois on n'est pas Donc loin une de… vraie, vous êtes dans le bon esprit de la crise, donc une vraie boîte qui était déjà en remote et qui va continuer à se développer euh, parce que déjà vous développez, mais vous êtes déjà donc bien dans l'esprit remote, on va dire. Ouais, complètement, complètement. Je dirais que la crise ne change absolument rien sur la vie que j'avais déjà avant. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de bosser, soit de chez moi, soit dans le coworking. Bon, là, plus chez moi à cause du confinement, mais ça ne change pas grand-chose, quoi. D'accord. Bon, bah, très bien. Donc, juste parler en fin de compte avant de finir, parce qu'on a dit qu'on pouvait en parler à la fin, comme tu as parlé donc, du Cameroun. Toi, tu conseillerais des gens donc, de faire du freelance. Comment bien le faire? Parce que comme je t'ai dit, moi, en off, quand on a parlé, j'ai un peu du mal sur ce côté-là et que je voulais monter une équipe de 4 à 5 personnes pour m'aider donc, sur les différents Comment bien projets. faire du freelance? Je ne sais pas si j'ai bien cerné la question. Si tu parles du C'est ça en fin recrutement de ou compte, c'est ça, du… parce que je sais que pour toi c'est peut-être différent, tu connais déjà mieux le Cameroun. Moi, si je veux le faire par exemple aux Antilles, d'abord, j'ai pas grandi là-bas et que c'est le même prix, ça reste la France. J'ai dit, j'ai voulu faire Madagascar, donc ça, je vais encore travailler dessus. Je pense que le travail n'est pas bien fait de mon côté. On va arrêter d'accuser les autres, c'est moi qui suis responsable. Mhm. Euh, donc, quel conseil tu donnerais, puisque toi, donc, tu es plutôt aidé pour le podcast et pour tes business,
pour bien recruter, pour bien monter ton équipe, quoi. Moi, si demain, là, j'ai mon podcast et Amazon FBA que je monte et un business de consulting, si je voulais monter à dizaines de personnes là, en remote, en freelance, qu'est-ce que tu conseillerais? Avec l'Afrique, hein, spécialement avec l'Afrique. Moi, je pense que la vraie question, c'est pas si tu dois recruter 10 personnes. La question, c'est plus tes objectifs à toi, ce que tu voudrais atteindre comme objectif. Et par rapport à ces objectifs-là, tu peux mettre en place une roadmap qui va essayer de nourrir justement ces objectifs-là. Donc, je pense pas que l'idée, c'est de dire, ouais, je vais recruter 10 personnes, je vais recruter 20 personnes. C'est plus, c'est quoi mes objectifs à court, moyen et long terme. Et par rapport à ça, tu peux mettre une stratégie de recrutement. Et nous, on avait des objectifs vraiment sur le long terme. On veut construire un gros monstre et pour cela, on a besoin de personnes de confiance qui sont prêtes à bosser sur le long terme avec nous, pas juste des prestataires. Bah, Donc, c'est ce que je te disais, parce que moi, je t'ai expliqué en off, j'ai voulu faire des tests, mais après les tests, si tout se passait bien, et là, on a eu le problème par rapport au paiement, le but, c'était de les garder. J'ai même, moi, quand j'ai fait l'annonce sur Mail, j'ai dit que voilà, je voulais une personne à temps plein et que j'allais. Parce qu'on te demande si tu veux faire 1 mois ou 2 mois. J'ai dit que moi, je voulais 6 mois. Donc, j'étais testé 6 mois. Puis ensuite, bah, après, si ça marche bien, voilà, je reste avec des. Précisément, parce que là, j'étais 10, mais c'était un chiffre comme ça, c'était 4 personnes qu'il me fallait. J'ai très bien compris que j'avais besoin d'un community manager pour le contenu. Et après, donc, plutôt pour gérer donc, tout le côté bizdev. Voilà, donc j'ai déjà en fin de compte mon plan. C'est de commencer avec 4 parce que je sais très bien ce que je veux faire. Puis ensuite, après, voilà, dès que tu en as 4, tu sais, si tu sais faire avec 4, tu peux faire avec 10. Après, tu répliques la méthode, on va dire. yes, donc moi, comme je disais, c'est par objectif et vu que c'est un truc sur le long terme, ben, quoi de mieux pour tester, surtout sur des métiers aussi pratiques, quoi de mieux pour des tests, de mettre des gens directement sur des projets, tu vois. Il y a il y a un bouquin très intéressant pour cela qui s'appelle Who, je sais pas si tu connais, de Geoff Je, Smart. je l'ai, on me l'a conseillé, je ne l'ai pas fini. Il est bien, mais c'est marrant parce que juste avant de ça, je le voyais devant moi parce que j'ai enregistré près de la bibliothèque. Je me disais, je ne l'ai pas fini, il faudra bien que je le finisse. Mhm. J'ai l'impression qu'il est plutôt fait pour du cadre, de la start-up, parce que bah, c'est souvent en plus quand tu fais start-up, c'est le livre qu'on te conseille. Mais Je l'ai lu, il est smart. nous sommes des petites startups, Thierry. Oui, non, mais tu vois le truc, quand je prends quelqu'un qui va faire du freelance et autres, et tu sais très bien que c'est pas, je veux un A-player, mais c'est pour des tâches, tu vois, qui sont à basse valeur ajoutée, faut dire ce qui est. Donc je dis pas que je veux n'importe qui, je veux une Mais bonne des personne. personnes qui pourraient potentiellement monter en compétence. Moi, j'ai des gens, toutes les personnes avec qui on bosse, quand tu regardes les backgrounds, ils sont des ingénieurs en informatique, ils ont tous fait de grandes écoles, tu vois, mais ils n'ont pas trouvé de boulot et ils se sont reconvertis. Ce sont des débrouillards, en fait, tu vois. Ce sont des personnes qui peuvent se transformer. Ce sont des personnes qu'on peut leur montrer une compétence et bien après, dès qu'ils ont rodé le truc, ils montent en compétence, tu vois. Et lorsqu'ils montent en compétence, vu que tout ce qu'on fait est processisé, dès qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est plus moi qui gère le truc, il gère l'onboarding de la prochaine personne qui arrive avec ces process qui sont mis en place. Et c'est comme ça que nous, on grossit, tu vois. On essaye de pousser dès le départ la philosophie, les valeurs de ce que nous, on veut atteindre à moyen long terme. Et par rapport à ça, c'est comme ça que nous, on recrute, en fait. Déjà sur les compétences, dès qu'il y a quelqu'un qui dit, ouais, il s'est fait tel truc, on le met directement dans le tas avec un mini-projet. Et c'est par rapport à ce mini-projet qu'on juge des compétences avant de voir le feeling ou j'aime ta tête, j'aime pas ta tête. Est-ce que ce que tu dis que tu sais faire, tu peux le faire concrètement? Et Oui, et quand ensuite, tu fais le projet, donc tu le fais sur une mission TGM, donc sur 1 mois, 2 mois, ou directement tu dis, allez, bon, au départ, je crois qu'on a fait le premier, Rosten, je crois qu'on a fait, je crois qu'on a fait au moins 4 semaines, hein, ouais, 4 à 5 semaines. Mais là, maintenant, à les nouveaux qui arrivent, ça se fait en 7 jours, hein, rapidement. Dès que c'est validé après les 7 semaines, après les 7 jours, généralement, on passe sur un contrat de 3 mois. Et après le contrat de 3 mois, on prolonge sur 6 mois et après sur un CDI, quoi. d'accord, ok, donc toi tu parles directement de CDI, donc mais CDI camerounais. CDI camerounais, on lui donne vraiment un CDI, D'accord, ok. mais camerounais. Ouais, parce qu'il faut Camerounais, préciser, ouais. voilà. Camerounais. D'accord. Parce que l'idée, c'est de créer une relation où ils ne sont pas juste des employés, tu vois, ce sont des collaborateurs. L'idée, c'est on est encore en train de peaufiner ça avec mon associé, de donner une participation à cette personne-là sur le capital de la boîte. On a prévu sur les 7 à 10 années qui arrivent de donner une participation de 25%
à toutes les personnes qui vont rejoindre pas toutes les personnes, ça se peaufine encore, mais nos collaborateurs, les responsables des différents pôles sur lesquels on est déployé, on va leur donner une participation qui va permettre en fait de les engager, de les responsabiliser, tu vois, de Ah, telle sorte que quand il y a une crise comme actuellement, Bah ils oui. vont pas dire ouais, je reste chez moi et tout, je vais pas faire. La boîte, s'ils ne font rien, notre boîte tombe, tu vois, ça devient Non, mais plus je comprends une pourquoi là tu entreprise. parles de player. Dans mon cas, c'est un peu différent, même si, bon, après, il faut avoir une pensée long terme. Mais oui, je comprends pourquoi tu parles parce que si tu parles. En général, quand on bosse en ligne, on parle souvent de freelance sur le long terme. Et quand tu parles de CD, là, c'est encore un autre monde. Donc, je comprends pourquoi tu parles de player. Et que dans mon cas, player. Ouais, c'est CDI, mais un petit peu avec un petit peu d'épices et de piment là. C'est un petit peu différent quand même. C'est CDI avec des garanties, d'autres Ah garanties. ouais. Je sais pas comment ils appellent ça dans les grosses entreprises là, les SSPI, je sais plus trop le truc un petit ce que les Deloitte et Accenture font là, Ah oui, oui, lorsque tu deviens c'est partenaire des là. participations partenaires. Ouais. Yes. Donc, c'est plus ça l'idée, quoi. Pas juste d'avoir des personnes qui exécutent, mais des responsables, des personnes qui peuvent réfléchir par elles-mêmes, qui appartiennent en fait à la boîte, tu vois, et Mhm. qui poussent aussi ce truc-là qui pourrait potentiellement arriver plus tard, le fait qu'ils se lassent, tu vois. Il y a un seuil, même si on leur paye, je sais pas, 500 000 francs ou 1 million de francs par mois, ils vont rapidement arriver à un seuil. Par exemple, pour un rédacteur, il ne va pas écrire euh, 100 articles par mois, même si on lui donne 1 million de francs, tu vois. Ça, c'est pas une vie, tu vois. Ouais, il Il faut faut avoir un qu'il ait du sentiment sens, il faut lui donner quelque d'appartenance. chose. Ouais, il faut lui Sentiment donner autre chose d'appartenance, que ouais. ça. Il faut qu'il évolue, il faut parce qu'on le forme aussi, on pousse, on achète des formations pour les faire justement. Ceux qui sont déjà confirmés, ils se forment encore à l'intérieur avec soit des formations en ligne, des MOOC ou des coachings pour monter en compétences en termes de management ou en termes d'organisation. Et ça nous permet de nous dupliquer plus rapidement, tu vois, que si c'est nous qui devraient faire ces formations et les inculquer cela. On achète directement les formations pour eux et elles montent en compétences sur ce qu'elles connaissent déjà. Et c'est la boîte qui performe après, quoi. D'accord. Très intéressant. Je pense qu'on a dû faire un autre épisode dessus, parce que j'en avais déjà fait un peu. Mais bon, on va donc partir sur les questions pour le final. Donc, merci pour toutes les bonnes infos sur le podcast. Donc, je pense que tu as motivé les gens à faire du podcast, pour ceux qui hésitaient encore. Comme moi, je peux dire la même chose en 2 ans maintenant, quasiment 2 ans de podcast. Ouais, j'ai bien évolué, j'ai un réseau plus important dont tu fais partie maintenant. Et donc, Yes. j'ai toujours des personnes avec qui je peux appeler, et à qui je peux parler business. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Donc, Super. quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Tu m'en as un peu parlé, mais bon. Moi, ça reste encore sous forme de rêve, mais je sais que c'est un truc que je vais forcément me lancer dessus. Ce serait, je suis un gros fan aussi de fintech. J'aimerais partir sur une sorte de néobanque, un petit peu comme à la Conto, là, mais une néobanque intermédiaire, en fait, entre l'Afrique et l'Occident, tu vois, pour essayer de résoudre non seulement les problèmes locaux de bancarisation en s'adaptant déjà à ce qui se fait localement, comme le mobile money, et de rester ouvert au monde, en fait, sur tout ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit aux States, en Chine ou en Europe. Euh, c'est quelque chose que je pense que la personne qui va réussir à disrupter le truc, ça va tout faire péter. Ça va faire un petit peu comme du Airbnb lors de l'ancienne crise en 2008, là, avec tous les business qui est dans l'immo. Tu es dans l'immobilier, tu sais un petit peu tout ce qui s'est passé, comment tout s'est bouleversé avec les locations courte durée, saisonnières, Tout à grâce à fait. Airbnb. Donc, je pense que ça risque de tout péter, de tout chambouler. C'est un truc sur lequel j'ai envie de me positionner dans dans un rêve lointain, quoi. Ou Ah bah, peut-être pas si lointain que ça. ah, À voir. c'est un gros projet, un gros marché. Donc, mais bon, tu Ouais. m'en parleras. Donc, si tu cherches des fonds ici, que j'ai un peu d'argent, si jamais ça peut m'intéresser. Clairement. Le seul problème, c'est que tu as parlé d'Airbnb. Je sais pas si c'est la bonne exemple, parce qu'actuellement, je pense qu'ils doivent souffrir méchamment, Ouais, même s'ils ont il plein souffre d'investisseurs, clairement. ça va être Il chaud, hein. souffre clairement. Dans l'exemple, pour illustrer, c'était juste pour illustrer. Mais actuellement, c'est clair que là, ils sont touchés. Même si je pense qu'ils vont rapidement rebondir parce qu'il y a tellement de choses qui ont été engagées. Ici, ils ont quand même des garanties derrière. À mon avis, ça va être très, très chaud. Mais l'avantage avec ce genre de boîte, contrairement aux gros mastodontes qui n'ont pas de garantie derrière, lorsque l'activité va reprendre, ça va péter, quoi.
Bah, Je suis convaincu que ça va j'écoutais péter. aujourd'hui un podcast avec Lewis Howe et Robert Mhm. Kiyosaki, qui s'y connaît en Yes. immobilier. Il disait, non, en général, l'Amérique devrait se qu'ils faire du bail-out avec Yes. Airbnb. Ils sont tellement gros, il y a tellement d'investisseurs qui sont dedans, des gros très connus, qui ne pourront pas laisser tomber. En général, des fois, ils laissent tomber. Il y a plein d'investisseurs Yes. comme ça qui laissent tomber. Ah, je sais pas, c'est pas même pas Mathieu Stéphanie et Fabien Grindard. Ah, Fabien Grain, ouais, Ouais, il je est crois que actuellement dans les Caraïbes. c'est plutôt celui-là que j'ai écouté. Il parlait de ça, il disait voilà, ils vont pas laisser tomber. Ils devraient Ouais, laisser je l'ai tomber, écouté aussi, je pense. Ouais, ouais, justement. ils C'est vont lui qui pas le en laisser parlait tomber. dans le détail. Et il y a aussi le podcast de Jean de la Roche-Brochard, celui qui gère le fonds Kima de Xavier Niel, là. Ils ont fait un podcast, je crois, la semaine surpassée avec Ilan Abeacera du podcast We Are New York, où ils parlent un petit peu de ça, vu qu'eux, ils sont là-bas au State et ils ont un petit peu le pouls du truc. Et moi, je pense qu'il y en a plein qui vont tomber, ça c'est clair. Mais il y en a certains qui ont des business où, même s'il n'y a aucune activité, ils font 0 euros. Lorsque l'activité va reprendre, ça va péter, quoi. Ils pourraient potentiellement rattraper toutes les pertes qu'ils ont fait. Et puis, vu qu'ils sont quand même déployés sur plein de segments, ils ont acheté toute une compagnie d'aviation et tout. Ça va reprendre. Moi, je pense que ça va reprendre. Je suis plutôt positif par Oh, bah, rapport à faut être ceux-là. optimiste. On sait très bien en plus que Ouais, les périodes de crise, voilà, si on est bien placé et on peut tenir le coup, voilà, quand ça repart, ça repart. Il faut juste être prêt, quoi. clairement. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Moi, je pense que c'est ce cabinet de conseil slash agence qu'on a lancé avec mon associé Florian Moncam. C'est vrai que j'ai pas assez parlé de lui. C'est plus qu'un associé, c'est un frère. Il y a plein de choses qu'on fait ensemble. Et la chose dont je suis plus fier, c'est ce truc qu'on a lancé là. Et on n'est qu'au début, mais j'ai beaucoup d'espoir. Je ne vais pas parler d'espoir. Je suis très positif par rapport à tout ce qu'on pourrait potentiellement faire avec cette boîte-là. Donc, je pense que actuellement c'est l'une de mes meilleures expériences que j'ai eu à faire. Et en plus, pas tout seul, en équipe, avec plein de personnes positives qui veulent tout péter, quoi. Donc, tu m'as dit c'est Slash, comment tu m'as dit? Pardon, je n'ai pas cerné. Le nom de la boîte, Slash? Le nom de la boîte n'existe pas encore, Ah non, bizarrement. Ouais. j'ai cru entendre Slash, c'est pour ça. Non, j'ai dit cabinet de conseil slash agence. Slash agence, ok. Ouais. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Le bouquin, je dois donner juste un seul bouquin. Oh, plusieurs, plusieurs, c'est un. Ben, le bouquin de Jean de la Roche-Brochard, Human Machine. Human Machine. Ouais, j'adore ce bouquin. C'est comment, produire comme une industrie tout en gardant cette vie humaine-là, tu vois. Comment est-ce que tu peux... Pourtant, il y en a plein qui l'ont critiqué. Ils ont dit que c'était pas si bien que ça. Ouais, c'est les critiques. Les critiques, il y a toujours du positif, il y a du négatif. Il y a beaucoup de jaloux, ouais. Ouais, des jaloux, je sais pas. Je pense que c'est un problème d'appréciation. Moi, je suis un gros bosseur et moi, j'adore la façon dont il explique à l'intérieur de son bouquin comment est-ce que tu peux performer tout en gardant une vie sociale, tout en gardant une vie, si tu as, de la famille, si tu as des enfants, tu vois. Non, moi, j'adore son approche. Moi, ça me parle en tout cas, tu vois. Je pourrais comprendre que ça ne parle pas à d'autres personnes. Donc, il y a ce bouquin-là. Il y a le bouquin de Stan aussi qui n'est pas mal, Votre empire dans un sac à dos. Ouais, Ouais, pas mal aussi, ouais. ouais, j'ai parlé de où. Il y a aussi Influence et manipulation de Robert Cialdini qui est plutôt, moi je pense que c'est un petit peu comme la genèse du marketing qu'on fait aujourd'hui, ça décrypte un petit peu le fonctionnement de nos différents biais cognitifs et ça, on s'en fout de la dernière tactique de Facebook, la dernière tactique de Google. Avec ça, ce sont des trucs qui ont fonctionné par le passé, qui continuent de fonctionner aujourd'hui, qui seront toujours pareils demain, quoi. Surtout en période de crise, on voit qu'il y a, Yes. il y a des situations qui sont bizarres, mais bon, voilà. Tout le monde en même temps a été, enfin, tout le monde, une bonne partie a été prendre des papiers Ouais, toilettes, on ne sait pas clairement, pourquoi. les papiers toilettes, tu vois, Il y a plein de c'est trucs un peu clairement de bizarres. l'influence. Ouais. Voilà, ouais, un peu bizarre. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entrepreneur, euh,
Je vais citer ici Jean-Marie Corda, l'acteur porno que j'ai reçu sur le podcast. Je dirais c'est la discipline et la discipline. La discipline, même si t'es pas, même si tu as la compétence, ça couille un petit peu au niveau de la compétence. Le fait que tu sois discipliné, tu peux apprendre la compétence et passer à l'action et exécuter. Mais sans discipline, ça ne sert à rien. La discipline, je pense que c'est la base, quoi. La discipline. C'est Et la extrêmement discipline, important. c'est pas le boost, c'est pas est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis motivé. Non, c'est la violence d'en se faire violence à soi-même et faire les choses sans se poser les questions. Est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est de faire les choses. Il faut faire ça, je le fais. Ouais, souvent, ça va avec la discipline, c'est avec l'habitude. Quand tu as une bonne discipline, tu vas mettre des habitudes qui vont être là et voilà, qui Yes. vont indirectement rentrer dans ta personnalité et puis tu n'as rien à faire, quoi. Il faut juste que tu as le bon mindset, la discipline va suivre. Ou le contraire, je sais pas. Je vais pas faire de la philosophie. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Moi, je parlerai de la compétence que je rêvais d'avoir. Là, j'ai baissé les bras dessus. Coder, tu vois. Mais là, j'ai baissé les bras. Je crois que ma tête, j'ai pas, j'ai plus envie de me casser la tête à comprendre ce truc-là. J'aurais aimé savoir que si c'est plus jeune, si j'ai un regret, c'est de m'être pas lancé sur ce truc-là, quoi, d'avoir creusé un petit peu ce sujet à fond. Et je crois que maintenant, à chaque émission, c'est ce qu'on me dit. Donc, à un moment, j'avais d'autres choses. Et là, depuis le début de l'année, allez, les trois quarts de mes invités me parlent du codage. Comme quoi. Ouais. Non, mais comme quoi, c'est important. On en revient à 10 000 codeurs. Donc, voilà, c'est vraiment important. Ouais. Et notre monde va vers ça. Et plus, actuellement, avec la crise, tout le monde comprend qu'il faut rester, bien sûr, vivre des humains, se toucher, tout ça. Mais enfin, pas trop se toucher. Mais aller sur Internet et continuer à, voilà, à développer cette économie du net qui n'est Yes. qu'à ses débuts. Donc, Guy, je te dis grand merci. Merci à toi, Thierry. C'était un très, très bon moment avec toi et merci beaucoup. Grand merci, je te dis à bientôt. Très vite. Ciao. Ça a été? Ça a été très, très cool. C'était propre, concis. Merci beaucoup. C'était